Enquête ce soir sur la 5G, la 5e génération de téléphonie mobile. Son déploiement a commencé en Belgique et de nombreux opposants crient au scandale. Les enjeux économiques sont très importants, mais vous le verrez, les conséquences réelles des ondes sur notre santé restent méconnues, même par ceux qui fixent les normes. Est-ce qu'on peut conclure de vos recommandations que personne ne tombera jamais malade à cause des ondes GSM ? Non, non, c'est quelque chose qu'on ne peut pas affirmer. Bien sûr, nous espérons que ce sera le cas. Pour notre deuxième enquête, focus sur la déradicalisation en Belgique. Les méthodes utilisées chez nous se multiplient et certaines posent question. Vous entendrez les témoignages rares d'anciens djihadistes qui ont suivi ces parcours de désengagement. J'ai encouragé des gens qui sont partis combattre, j'ai encouragé des gens qui sont morts, des gens qui ont donné la mort à d'autres. J'ai participé à ça. Ça, c'est une réalité avec laquelle je vais devoir poursuivre toute ma vie. Bienvenue dans Investigation. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On s'intéresse ce soir à un dossier qui divise l'opinion publique, la 5G. La 5e génération de téléphonie mobile s'annonce comme une révolution. Elle va transformer notre quotidien, mais à quel prix ? C'est inévitable, avec la 5G, notre exposition aux ondes électromagnétiques va augmenter. Quelles seront les conséquences pour notre santé ? Le monde médical appelle à la prudence, mais vous le verrez, l'industrie met la pression. Pas question pour la Belgique d'être à la traîne ou de se passer de cette technologie. Alors, qui tire les ficelles ? Servirons-nous tous de Kobe ? Tout de suite l'enquête de Benoît Feit et Charlotte Collin. Imaginez un monde dans lequel nos appareils ménagers anticiperaient nos besoins, nos envies. Imaginez un monde dans lequel notre santé serait contrôlée à distance par notre médecin. Imaginez un monde dans lequel notre voiture roulerait sans chauffeur et où l'arrosage des champs serait géré par un simple clic sur un smartphone. Ce monde du futur n'est plus une fiction aujourd'hui. C'est celui que nous annonce la 5e génération de téléphonie mobile, la fameuse 5G. Un monde fascinant, mais qui peut aussi inquiéter. Je vois bien ce qui passe sur Internet, les gens qui disent « Oh, ça va nous créer des ondes et envoyer des virus et on va envoyer des trucs ». Enfin, je pense pas que ça marche comme ça. Ça me dit quelque chose de nouveau. J'ai entendu qu'il y avait des problèmes et tout ça. Il n'y a plus vraiment beaucoup de place pour aller mettre des antennes en plus. Je pense qu'avec la 4G, on a déjà assez. Je suppose que c'est quelque chose de plus performant. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir la technologie quand on sait l'utiliser à bon escient. Ça fait peur, enfin, je sais pas, on dirait limite on n'est plus des humains mais des trucs, des objets contrôlés. Pour la plupart d'entre nous, la 5G reste encore un mystère. Mais pour ces militants anti-5G, il n'y a plus de doute possible. Depuis des mois, ils manifestent aux 4 coins du monde. Ils crient leurs craintes, surtout pour leur santé et pour l'environnement. Chez nous, un des fers de lance du mouvement, c'est le Dr Kuhlmann. Depuis 2011, les rayonnements de vos smartphones et du Wi-Fi qui se trouvent dans l'école de vos enfants et dans vos maisons sont considérés par l'OMS comme possiblement cancérigènes. Possiblement cancérigènes. Elle est médecin généraliste et elle est inquiète et elle le fait savoir. Selon elle, les ondes GSM auxquelles nous sommes constamment exposés aujourd'hui font déjà bien des dégâts. Voyons donc. Qu'est-ce qu'on sait des effets de la 5G ? Rien. Ce qu'on sait, c'est en quoi est-ce qu'elle ressemble aux technologies précédentes, donc ce qui n'est déjà pas bien pour elle, puisqu'on sait que ce sont des micro-ondes. Ces rayonnements sont nocifs, augmentent la survenue de cancer et produisent d'autres effets sur l'organisme qu'on appelle biologiques. Elle va augmenter de façon massive les niveaux d'exposition et d'intensité, et donc le niveau de risque général pour la population. C'est pour ces raisons que le Dr Kuhlmann réclame l'application du principe de précaution. Tant qu'on ne sait pas, on s'abstient. Un principe soutenu aujourd'hui par 1 millier de médecins et des dizaines de milliers de citoyens. Parmi eux, Francis Lebout, un des pionniers de la lutte contre les ondes. Il combat la pollution électromagnétique. Mais ce combat, il n'est pas certain de le gagner, loin de là.
Le problème par rapport à tout ça, c'est qu'on est face à un lobby extrêmement puissant qui a tout fait pour étouffer toutes les démonstrations scientifiques des problèmes sanitaires. Or, il existe des milliers d'études, donc je ne vous mens pas, ce sont vraiment des milliers d'études à comité de lecture qui ont été publiées dans des revues scientifiques de haut niveau, qui montrent tous les impacts biologiques et sanitaires de la pollution électromagnétique. Le lobby a à sa disposition des budgets extraordinaires, on parle de millions, de dizaines de millions d'euros, pour payer des laboratoires, pour produire des études qui ne montrent rien. On ne devrait pas s'en étonner parce qu'on a vu ça pour le tabac, on a vu ça pour l'amiante, on a vu ça pour le benzène et toute une série de produits chimiques délétères qu'il a fallu des fois 10, 20, 30, 40, 50 ans pour s'en débarrasser. Si on prend de l'amiante, c'est quasiment 100 ans pour s'en débarrasser de l'amiante. L'histoire serait donc en train de se répéter. Et pour Francis Lebout, ce qui se cache derrière ce nouveau scandale sanitaire, c'est surtout une affaire de gros sous. Moi, je crois que personne n'a envie de la 5G. Fondamentalement, si vous demandez à quelqu'un est-ce qu'il a besoin de la 5G, il va vous dire non, parce que je pense que pas mal de gens ne savent pas ce que c'est. Et puis, en fait, peut-être qu'ils vont se laisser bercer petit à petit par les arguments du lobby 5G, comme de dire, ouais, vous allez pouvoir télécharger un film en haute définition en quelques secondes au lieu de quelques dizaines de secondes. Mais est-ce qu'on a réellement besoin de ça ? L'intérêt de la 5G serait où alors s'il n'est pas l'intérêt de la 5G, il est strictement financier pour les industriels parce qu'en fait, ce qui se passe, imagine un petit peu, aujourd'hui vous avez dans le monde entier 1 ou 2 milliards, je crois 2 milliards de smartphones qui fonctionnent en 4G, 3G, voilà. Vous devez les remplacer pour faire de la 5G. Donc 2 milliards de smartphones à remplacer, imaginez un peu le pactole que ça représente. Pour l'instant, en matière d'ondes, la Belgique est le pays européen le plus strict. Les Belges sont donc moins exposés que tous leurs voisins. Mais avec la 5G, tout ceci pourrait bien changer. Et c'est précisément ce qui inquiète cette physicienne, spécialiste des ondes. Qu'est-ce qui va changer concrètement avec la 5G qui pourrait être encore plus dangereux qu'avec la 2, la 3 et la 4 ? Alors, plusieurs choses. Déjà, pour accueillir la 5G, en tout cas à Bruxelles, on prévoit d'augmenter les normes. On veut multiplier par 6 les niveaux tolérés actuels. Donc en fait, on va augmenter le niveau d'exposition. Ça, c'est une première chose, qui est déjà problématique en tant que telle. Et à quoi peut-on s'attendre alors comme effet réellement sur la santé ? On peut s'attendre évidemment à retrouver, ou en tout cas à prolonger les effets qui sont déjà documentés. Donc je pense par exemple aux dommages à l'ADN, je pense aux troubles de la concentration, aux troubles cognitifs, troubles de la reproduction, cancer, maladies neurodégénératives, etc. Donc ça, c'est des troubles qui existent déjà avec les technologies actuelles. Et c'est pour ça que vous estimez qu'on est tous un petit peu cobés aujourd'hui ? Ah oui, là, on va tous jouer les cobés d'une expérience grandeur nature, mais pas que en Belgique, je veux dire, c'est dans tous les pays technologiquement avancés. Et c'est pour ça qu'en fait, dans tous les pays technologiquement avancés, on a aussi énormément de mouvements qui se mettent en place pour contrer cette technologie qui n'est juste pas compatible avec la vie sur Terre. Cancer, maladie neurodégénérative, il y a effectivement de quoi avoir peur. Alors on a voulu voir si tous les scientifiques partageaient cette analyse. On a consulté la voix officielle, celle de l'ICNIRP. Derrière ce nom un peu bizarre, il y a une quarantaine de scientifiques. Depuis l'arrivée des premiers GSM, ils recommandent à la Commission européenne et à l'Organisation mondiale de la santé ce qu'il faut faire pour se protéger des ondes. Et vous savez quoi ? Selon cette fameuse ICNIRP, la 5G ne présenterait aucun risque pour notre santé. Il ne faut donc pas s'inquiéter. C'est ce que le vice-président de l'Institut a répété ce jour-là, à Bruxelles, devant un parterre de représentants de l'industrie des télécoms. Dans ce dossier, nous avons besoin d'informations correctes, basées sur des faits scientifiques. Et c'est précisément ce que nous faisons pour établir nos recommandations à l'ICNIRP. Mais nous avons aussi besoin d'expliquer clairement ces faits au grand public, parce qu'il s'agit d'un domaine technique pas toujours facile à comprendre. Mais dans l'Assemblée, une voix discordante va s'élever, celle de Michèle Rivasi, députée européenne, française, écologiste et très critique à l'égard de l'ICNIRP. J'ai été très déçue par votre intervention au nom de l'ICNIRP.
Parce que je n'ai aucune confiance en vous. Vous avez mis 20 ans pour faire de nouvelles recommandations. 20 ans! Entre-temps, beaucoup de nouvelles études ont été réalisées. Et toutes celles qui ne vont pas dans votre sens, vous les mettez de côté. Ce n'est vraiment pas sérieux. Je n'ai aucune confiance en vous. Vous défendez l'industrie, pas les gens. Je suis désolée. L'ICNIRP ferait-elle le jeu de l'industrie en cachant volontairement des études? C'est difficile à prouver. Mais de plus en plus de scientifiques se méfient de ces recommandations. Parmi eux, le docteur Van der Straten, membre du Conseil supérieur de la santé, il observe des coïncidences troublantes dans les derniers rapports de l'ICNIRP. On a envie de croire que l'ICNIRP, malgré tout, est sensible à certaines voix, puisque précisément à l'heure de la 5G, alors même que certains, même plusieurs, lui reprochent le manque de sévérité de ces normes, cette même ICNIRP prévoit actuellement de les revoir un peu à la hausse, là où précisément l'industrie le lui demande en réalité. L'ICNIRP joue le jeu de l'industrie dans l'établissement de ces normes? Je n'oserais pas faire ce procès d'intention, mais je constate que là où il faudrait qu'elle soit relevée pour la nécessité de certaines applications, elles vont l'être, alors même qu'on est encore en train de dire que l'on dit toujours qu'elles sont probablement pas assez précautionneuses. Je ne peux pas vous répondre plus ni autrement. C'est que la Commission européenne vise un déploiement de la 5G pour 2025. Si certains de nos voisins sont déjà bien avancés, chez nous, faute d'un accord politique, ça patauge toujours. Alors, pour ne pas perdre de temps, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications a pris les devants. Peu importe les réticences, il a octroyé des licences 5G temporaires à plusieurs opérateurs télécoms, parmi lesquels Proximus, Orange et Telenet. Octroyer ces licences temporaires, c'était la volonté seule de l'IBPT ou bien est-ce que c'était une demande plus générale du secteur? C'était une demande du secteur, c'était également une demande du ministre en charge d'essayer de trouver une solution et c'était ce qui était à notre portée dans le contexte actuel. Si on a mis ça en place, c'est parce qu'il y a urgence aujourd'hui? Oui, je crois qu'il y a effectivement urgence de pouvoir avancer dans ce dossier, sachant qu'il y a pratiquement la moitié des États de l'Union européenne qui disposent déjà d'offres commerciales avec des réseaux 5G dans leur pays. Et pour bénéficier d'une 5G efficace, l'IBPT recommande aujourd'hui de relever les normes en vigueur en Belgique. Et ça, c'est exactement ce que craignent les opposants à la 5G qui y voient une menace pour notre santé. Si on relève cette norme, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de risque pour la santé? Alors ça, c'est une question à laquelle, moi, en tant que représentant de régulateur fédéral, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que nous n'en avons pas la compétence ni d'un point de vue légal et nous n'avons pas non plus des personnes qui ont cette formation médicale nécessaire pour pouvoir répondre à cette question-là. En Belgique, c'est aux régions de définir ces fameuses normes. Et on attend toujours qu'elles se prononcent sur la question. Mais au niveau fédéral, la cause semble déjà entendue. Car selon le ministre des Télécoms, la 5G n'aurait en fait que des avantages. Moi, j'étais toujours un grand proponent de 5G et j'ai poussé avec tous mes efforts de conclure un accord et d'avancer sur le sujet parce que je pense en effet que le 5G est quelque chose qui est très important pour les citoyens, pour nos entreprises, pour le numérique en général, pour l'innovation. Et donc, il y a beaucoup d'applications qui vont se retrouver avec le 5G dans notre pays. Et donc, c'est important qu'on avance sur le sujet. Les craintes liées à l'impact sanitaire de la 5G, ce sont des fake news pour vous? Oui, je pense oui, parce que comme j'ai indiqué, l'Organisation mondiale de la santé fixe les normes. Nos normes sont beaucoup plus strictes que les normes internationales, donc on est déjà plus safe. Et donc je pense ici en Belgique, on a pris toutes les précautions nécessaires pour aussi développer les 5G dans un contexte sanitaire qui est tout à fait en ordre. Vous comprenez les craintes de certains qui s'opposent à la 5G aujourd'hui?
Mais je pense qu'il faut toujours dialoguer avec les personnes qui ont des questions et donc il faut donner de la transparence, il faut donner l'information qui est disponible, il faut aussi pointer vers les autres pays, c'est ce qu'ils sont en train de faire, la norme internationale qui est fixée. Et donc je pense qu'il faut donner la possibilité pour un dialogue, la transparence sur toutes les informations. Je reste convaincu qu'on est beaucoup plus strict que la norme internationale. Et du côté sanitaire, là je pense qu'on est quand même safe. À entendre le ministre, rien ne justifie donc que l'on freine le déploiement de la 5G en Belgique. Selon lui, les arguments sanitaires des opposants à cette technologie ne seraient en fait que des fake news. Alors Benoît, on l'a vu, il reste encore beaucoup de zones d'ombre, mais que sait-on finalement réellement des effets des ondes GSM sur notre santé ? Bien Justine, aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est ce qu'on appelle l'effet thermique des ondes électromagnétiques. C'est le principe du four à micro-ondes. Si on nous bombarde intensément d'ondes, eh bien, on cuit. Là-dessus, au moins, tout le monde est d'accord aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour éviter ça qu'on a imposé des limites aux fabricants de smartphones. Oui, Justine, et même si ces limites sont respectées par les fabricants, on entend aujourd'hui de nombreux médecins nous rappeler qu'il est important de se méfier de cet appareil, de ne pas l'utiliser trop fréquemment, trop intensément, et lorsque nous l'utilisons, surtout faire appel à ces oreillettes filaires ou ces oreillettes Bluetooth pour maintenir l'appareil un maximum à distance de notre corps. Ce que je vous dis là, c'est vrai pour les appareils qui existent aujourd'hui, qui fonctionnent avec la 3G et la 4G, mais ce sera vraisemblablement encore vrai pour les appareils 5G. Alors à côté de ces effets thermiques, est-ce qu'il y a aussi d'autres conséquences ? Eh bien là, ça dépend des sources. Si on se fie à l'ICNIRP, ce fameux groupe de scientifiques dont s'inspire l'Union européenne et l'OMS, non, il n'y aurait que des effets thermiques. Et c'est d'ailleurs là-dessus que l'ICNIRP base toutes ses recommandations depuis près de 30 ans maintenant. Et selon eux, l'arrivée de la 5G ne va strictement rien changer à l'affaire. Mais ça, Benoît, c'est contesté. C'est contesté par les anti-5G notamment, qui estiment qu'il existe encore d'autres effets, des effets non thermiques, qui seraient simplement produits par le fait que nous baignons en permanence dans ce qu'ils appellent un brouillard électromagnétique. Et ça aurait donc aussi des effets sur notre santé. Quelles conséquences, par exemple ? On parle de conséquences sur la production d'hormones, sur les gènes, sur l'ADN, comme le développement de certains cancers aussi, par exemple. Et c'est documenté scientifiquement ? C'est documenté par des études scientifiques, mais ces études scientifiques sont systématiquement battues en brèche ou contestées par l'ICNIRP, qui considère qu'elles posent des problèmes en matière de méthodologie ou d'interprétation des résultats. Donc aujourd'hui, on ne sait pas, il va falloir attendre. Mais est-ce que pour autant, on va attendre avant de développer la 5G en Belgique ? C'est difficilement imaginable quand on sait tous les enjeux financiers qui se projettent derrière cette technologie. On a du mal à croire que la Belgique va pouvoir rater le train de la 5G, alors qu'aujourd'hui, de nombreux autres États de l'Union européenne, notamment, sont déjà lancés sur cette voie-là. De nombreuses entreprises belges sont d'ailleurs déjà montées à bord du train de la 5G. Depuis plusieurs mois, elles mènent des tests aux quatre coins du pays. Comme ici, à Hasselt, dans ce centre de jeux virtuels qui fonctionne pour l'instant grâce au réseau Wi-Fi. Jouer nécessite encore un équipement assez lourd aujourd'hui, casque, sac à dos, le tout solidement câblé. Mais avec la 5G, la chasse aux zombies sera bien plus légère, paraît-il. Ça va réduire tout ça à quelque chose comme ça. Donc tout ça disparaît et on se retrouve juste avec ce casque-là avec la 5G. En effet. Et donc avec si c'est juste un modèle, il y en aura plein. Mais le principe, ce sera que tout ce qui est généré maintenant avec la puissance de cet ordinateur et la puissance de l'ordinateur qu'on a ici derrière le bar, ça va être remplacé dans la cloud, en gros. Une perspective que cet entrepreneur attend de pied ferme pour développer son activité. Un besoin même pour rester concurrentiel sur le marché. Donc la 5G, c'est une question de survie pour vous ? Une question de survie, c'est une évidence pour nous. On veut qu'elle soit là, on a besoin de ça pour innover. Donc on va chercher, on va trouver la 5G, c'est sûr. Et si on ne la trouve pas en Belgique, on ira ailleurs. En fermant tout ce qui existe ici. En effet. Et ce patron n'est pas le seul à trépigner d'impatience. Des centaines d'entreprises attendent aujourd'hui l'arrivée de la 5G pour leur business. C'est aussi le cas des ports d'Anvers, de Zeebrugge ou de l'aéroport de Zaventem. Leur développement futur est lié à la 5G. Une vision que partagent évidemment les opérateurs télécoms du pays, comme Telenet par exemple.
Quand vous lancez une nouvelle technologie, vous lancez en fait de nouvelles idées sur le marché. C'est comme ça que je vois les choses. C'est donc une révolution pour le business. Au début, ce sera une révolution pour le business. Mais quand les entreprises seront habituées à cette nouvelle technologie, elle va automatiquement atteindre le grand public et de plus en plus de gens vont en bénéficier. Plus uniquement les entreprises, c'est alors qu'elle va progressivement intégrer notre vie quotidienne. Pour nos entreprises, le monde de demain passe obligatoirement par cette fameuse 5G. Et les deux arguments massus pour nous convaincre sont sans surprise la compétitivité et l'emploi. Pourquoi c'est essentiel la 5G? Si je regarde du côté industriel, il faut savoir que ce sont surtout les entreprises internationales pour lesquelles c'est indispensable d'être avec les dernières technologies. Lorsqu'il y a une décision de où organiser ou faire la production dans un pays ou dans un autre, on compare une série de critères et notamment la disponibilité des dernières technologies, ici notamment la 5G. Qui va vraiment apporter une meilleure productivité, une meilleure efficacité de la production. Donc on ne peut pas se permettre, comme pays hyper ouvert à l'international, d'être en retard. Alors si on a 6 mois de retard, ça va, mais je veux dire, on ne peut pas se permettre d'avoir des années de retard. Donc les conséquences seraient qu'on va perdre des marchés et à terme peut-être perdre de l'emploi. Bien sûr. Avec la 5G, en Belgique, on créerait environ 36 000 emplois. Donc, mais il faut surtout savoir que si on ne l'a pas, ce sera des destructions d'emplois parce que certaines productions ne pourront plus se faire ici. Vous sentez la pression maintenant? C'est que pour l'industrie, les discussions ont déjà bien assez duré. Vous trouvez qu'on chipote un peu sur cette norme ici? Oui, je trouve qu'on chipote effectivement fort sur cette norme. Face à cet argument économique, les opposants à la 5G ont souvent du mal à convaincre. Wendy de Hemtine, physicienne, s'est donc associée à un élu local pour obtenir la mise en place du principe de précaution. Il y a effectivement une volonté de la part d'un gouvernement de mettre en place une technologie. Derrière ça, il faut mettre des mesures de précaution et de prévention. Vous partez un peu perdant déjà, vous pensez qu'on n'arrêtera pas la 5G? Je pense qu'aujourd'hui, ce sera très difficile d'arrêter cette technologie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement, je pense qu'il y a une pression immense sur le politique pour que cette technologie arrive sur le marché et qu'en fait, aujourd'hui, la population n'est pas assez sensibilisée pour comprendre l'enjeu sanitaire et écologique dans lequel nous allons vivre prochainement. Certaines personnes vont dire, voilà, nous attendons une preuve scientifique absolue pour tirer la prise ou pour ne pas mettre les choses en œuvre. Or, ça, évidemment, ce n'est pas du tout la logique du principe de précaution. On ne peut pas attendre le fait qu'on ait une preuve scientifique absolue pour mettre en place des actions de protection de la société, on va dire. Ce doute scientifique existe depuis l'arrivée des premiers GSM. Même Proximus l'admet ouvertement. Regardez bien cette vidéo dans laquelle le leader belge des télécoms nous donne quelques conseils pour nous protéger des ondes. Pour minimaliser notre exposition, nous devons tenir compte d'une règle très simple. Smart use is smart distance. Plus vous tenez votre appareil proche de vous, plus votre corps absorbe des signaux. Celle-ci influence-t-elle notre santé sur le long terme? Nous ne le savons pas encore. La recherche scientifique avance plus lentement que la technologie. Vous avez bien entendu? Attendez, on vous la repasse. Celle-ci influence-t-elle notre santé sur le long terme? Nous ne le savons pas encore. La recherche scientifique avance plus lentement que la technologie. À ce stade de notre enquête, il était indispensable de rencontrer les responsables de Proximus. Direction le siège central au cœur de Bruxelles. À notre arrivée, nous sommes reçus par Guillaume Janus, expert 5G de Proximus. Nous lui montrons alors cette vidéo qui nous a quelque peu inquiétés. Moi, ce qui m'a le plus surpris dans cette vidéo, c'est le tout début. Quand on dit que la science avance moins vite que la technologie. C'est pas de nature à rassurer les gens, ça, quand même. Je pense que de nouveau, très clairement, aujourd'hui, on se base sur un cadre réglementaire qui est très strict. Et je pense que la vidéo le dit d'ailleurs. Je veux dire, on parle vraiment de ce double principe avec des normes en Belgique qui sont bien plus basses que les normes internationales. Donc, ces normes sont amenées à évoluer pour développer la 5G. Ça, c'est une quasi-certitude. C'est des décisions qui ne dépendent pas des opérateurs, je vais être tout à fait honnête. Mais voilà, c'est aux
c'est à chacune des régions de déterminer quelles sont les normes qui sont applicables et souhaitables sur base des avis des scientifiques à ce niveau-là, je dirais. C'est pas aux opérateurs à déterminer ça. Et donc, ce qui est dit dans cette vidéo qui était vrai pour la 4G, ça reste vrai pour la 5G? Que de nouveau, parlez aux scientifiques et demandez-leur. Moi, ce que tous les scientifiques, tous les organes scientifiques nous disent, parce que bien évidemment, en tant que Proximus, même si on n'est pas impliqué dans les recherches, on s'informe aussi. Et tout ce qu'ils nous disent, c'est que vraiment, il n'y a aucun risque avéré, qu'on a des normes qui respectent un certain principe de précaution, je dirais, et que donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter d'une manière ou d'une autre, et que ce soit de la 2G, 3G, 4G ou 5G. Pourtant, à entendre le président de l'ICNIRP, tout ne serait pas si rose. Lorsque nous l'avions rencontré, son discours nous avait d'ailleurs fort surpris. Est-ce qu'on peut conclure de vos recommandations que personne ne tombera jamais malade à cause des ondes GSM ? Non, non, c'est quelque chose qu'on ne peut pas affirmer. Bien sûr, nous espérons que ce sera le cas. Et nous savons qu'il y aura des effets sur la santé si l'exposition est forte, au point de faire chauffer nos cellules. C'est pour ça que vous ne devez pas mettre la tête dans votre four à micro-ondes, par exemple. Trop de réchauffement n'est pas bon pour le corps. Et c'est sur ce principe que l'ICNIRP établit ses recommandations. D'après toutes les informations que nous avons aujourd'hui, mais aussi grâce à l'expérience que nous avons accumulée ces 25 dernières années, au cours desquelles la population mondiale a été exposée aux radiations de la téléphonie mobile, nous n'observons pas d'augmentation des cancers. Et ça nous rassure quant au fait qu'on ne verra pas d'effet majeur sur la santé. Mais on ne peut pas exclure qu'à très long terme, il y aura un effet. Et c'est cela qu'il va falloir observer. Est-ce qu'on ne va pas trop vite si on ne sait pas ? On pourrait se dire qu'il serait préférable d'observer les effets de la 5G avant de lancer cette technologie. Ce serait la situation idéale. Mais ça prendrait 20 ou 25 ans avant de pouvoir mesurer les effets à long terme de cette technologie. Oui, vous avez bien entendu. Selon l'ICNIRP, il y a donc toujours des doutes aujourd'hui quant aux effets à long terme de ces fameuses ondes GSM. Pourtant, dans ses dernières recommandations, l'ICNIRP ne fait aucune mention du principe de précaution. Pour certains, ce silence serait dû à l'influence de l'industrie. C'est en tout cas l'avis de Michèle Rivasi, cette députée européenne particulièrement remontée contre la 5G. Nous avons donc décidé de la recontacter pour voir si elle avait des preuves de cette influence. C'est à Paris que nous retrouvons la députée écologiste. Avec ses collaborateurs, elle a enquêté pendant plusieurs mois sur de possibles conflits d'intérêts au sein de l'ICNIRP. Et voici ses conclusions. On a fait la biographie des 45 scientifiques et on voit bien que pour 2/3 d'entre eux, ils ont des liens avec la téléphonie mobile, avec les opérateurs de téléphonie mobile, et on voit bien aussi que dans leurs études, certaines études sont financées par les opérateurs de téléphonie mobile. Vous voyez d'où ils viennent, ces gens-là? Ils ont travaillé pour l'industrie. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont dépendants de l'industrie? Ben, vous savez, quand vous travaillez pour l'industrie, vous avez la formation des industriels. Et quand vous êtes issu de ces entreprises, vous n'allez pas casser, voyez, la branche sur laquelle vous êtes assis. Et donc, il y a une dépendance à la fois intellectuelle, mais elle est aussi financière. Mais si l'ICNIRP est pourri, ben ça veut dire que nous, citoyens, on n'est absolument pas protégés. Michèle Rivasi, aujourd'hui, vous demandez le principe de précaution. C'est donc bien parce qu'on doute et pas parce qu'on est certain. Si on était certain, vous demanderiez, j'imagine, l'interdiction de la 5G. Aujourd'hui, je pose la question, à qui profite la 5G? Pour moi, la réponse est claire, la 5G profite à l'industrie. Elle profite au business, mais elle ne profite pas à la qualité de vie des gens. On joue avec la santé des gens aujourd'hui? Moi, j'estime qu'à l'heure actuelle, on est cobaye de la pollution électromagnétique. Et l'élément sentinelle qui me permet de dire ça, c'est l'augmentation des électro-hypersensibles. C'est lors de l'apparition du GSM, dans les années 90, que l'on a commencé à parler d'électro-hypersensibilité. Et à chaque saut technologique, le phénomène semble s'accentuer. Pour ceux qui en souffrent, cette maladie serait due aux ondes électromagnétiques qui nous entourent. Mais pour la science, ça reste toujours un mystère.
Pour mieux comprendre ce phénomène, le docteur Kuhlmann nous a fait rencontrer un témoin électro-hypersensible. Avant l'interview, nous prenons bien soin de couper nos téléphones et de câbler nos caméras pour n'émettre aucun champ électromagnétique. Une précaution que Madeleine n'aurait jamais pensé devoir prendre, jusqu'au jour où cette infirmière a ressenti les premiers symptômes. C'est venu d'un coup, les acouphènes qui ont augmenté très fort, une sensation de pincement dans les oreilles. Et donc, j'ai commencé à en parler autour de moi. Et tout le monde m'a regardé d'un drôle d'air. Et donc, comme c'était insupportable, j'ai été voir le médecin qui m'a mis en arrêt de travail pendant 5 semaines. J'ai été voir un neurologue de l'hôpital où je travaillais. Et j'ai dit, je crois que je ne supporte pas le Wi-Fi, puisque je savais, c'est tout ce qu'il me semblait. Il m'a répondu, tout sec, ça n'existe pas. Donc, je ne suis plus retournée chez lui. Vous avez fait quoi alors? Je me suis renseignée pour trouver un autre neurologue qui était plus ouvert d'esprit et qui m'a écoutée et qui m'a dit, écoutez, je ne connais pas ce problème, mais c'est pas pour ça qu'il n'existe pas. Le docteur Kuhlmann est l'un des rares médecins à établir un lien entre les ondes et l'électro-hypersensibilité. Contrairement à la plupart de ses confrères, elle conteste l'hypothèse de la maladie psychosomatique. Il est clair qu'il existe des phobiques. Comme il y a des phobiques des araignées, des phobiques des hauteurs, ça existe. Mais il n'y a pas 300 000 phobiques des ondes en Belgique, ni dans le monde entier. Et encore, ça, c'est un chiffre minimaliste. 300 000, c'est le chiffre des personnes électro-hypersensibles selon vous aujourd'hui en Belgique? Non, je ne peux pas le connaître. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, ils font bien les choses, il n'y a pas d'organisme de recensement, ce qui permet aux électrosensibles de rester invisibles. Alors nous, ce qu'on demande notamment, c'est qu'il y ait un organisme de recensement, qu'on puisse commencer par les compter. Il y a des estimations qui ont été faites dans le monde. Il y a eu des estimations notamment en Suède, dans les pays du Nord, ils sont beaucoup plus avancés sur la question, puisque là, ils ont reconnu l'électro-hypersensibilité comme handicap fonctionnel depuis 2002. Leurs estimations, en Suède, je vais dire, elles sont beaucoup plus élevées. En 2003, il y avait 9% de la population qui se disait électro-hypersensible. Donc moi, j'ai pris un chiffre de 3% en vous disant 300 000 Belges. Je pense que c'est une moyenne raisonnable, mais il y en a probablement plus. Autant de gens en souffrance que la science a été incapable de soulager jusqu'ici. Quelle était la solution alors? La solution, c'était d'arrêter de travailler. C'était pas possible. C'était vraiment insupportable. Ça vous inspire quoi, vous, ce monde de 5G qu'on nous annonce aujourd'hui? Moi, je me rends compte qu'on ne va de toute façon pas y échapper, quelles que soient les résistances qui existent. Et donc, dans la mesure où, déjà chez moi à la maison, avec ce que j'ai mis en place pour me protéger, je reste quand même toujours avec un fond de mal de tête, avec des acouphènes. Je me dis, il faut que je me sauve. Je dois quitter la ville avant que la 5G arrive. Se réfugier, mais où? Dans quelques années, y aura-t-il encore des zones blanches non couvertes par la 5G? Pour les personnes électro-hypersensibles, c'est un vrai sujet d'inquiétude, comme pour Thomas, qui, à 28 ans, a dû revoir ses plans de carrière. Alors j'ai dû changer d'activité professionnelle, passer de la finance à l'agriculture, parce que je suis devenu électro-hypersensible. Les ondes électromagnétiques, les ondes de Wi-Fi, de téléphone portable, j'ai commencé à les ressentir dans mon corps. Et en fait, les symptômes principaux, c'est neurologique, c'est-à-dire que je perds totalement ma lucidité cérébrale, un peu comme si j'étais bourré. Et du coup, en fait, j'arrivais absolument plus à travailler. Et c'est venu d'un coup, comme ça? C'est venu... Je me rappelle la première fois, j'étais à ma coloc, j'étais sur mon ordi, à côté de ma box Wi-Fi. Tout d'un coup, j'ai commencé à ressentir ma box Wi-Fi. Et puis, après, quand je suis allé au bureau, évidemment, ça s'est déclenché de manière beaucoup plus forte. Depuis lors, Thomas est revenu habiter chez ses parents, où la maison a été complètement aménagée pour faire barrage aux ondes, grâce à ses volets notamment. Dans la foulée, le Wi-Fi a été supprimé et toutes les connexions Internet passent désormais par le câble. Mais malgré tout ça, même regarder un film reste un sacré défi. Pour regarder le film, je dois mettre ce t-shirt, qui est en argent et qui protège mon corps, qui fait que je ressens moins les ondes. Ce sont des fils d'argent tissés. Ouais, c'est de l'argent, quoi. C'est tissé, c'est matière argentée. Et
Le bonnet aide aussi, et puis, mais c'est pas suffisant, je dois mettre ça. Et en fait, avec ça, ça va, je me sens normal avec ça. Mais c'est la seule solution que Thomas a trouvée pour lutter contre les symptômes, car jusqu'ici, la médecine ne lui a apporté aucune aide. J'ai déjà dépensé 30 000 € pour essayer, enfin depuis 2 ans, pour essayer de me soigner. Je suis suivi par, d'abord par les médecins en Belgique, puis en fait, il y a des spécialistes plus renommés en France, donc je vais à Paris pour me soigner. Et ça marche avec vous? Pas vraiment. Mais quelle crédibilité accorder à ces témoignages? Pour nos politiques, ce n'est toujours pas très clair. Le Sénat a donc invité plusieurs scientifiques à venir faire le point sur cette question. Je voudrais tout d'abord vous remercier de l'intérêt que vous portez pour l'électro-hypersensibilité. Maryse Ledan est l'une des rares scientifiques à étudier ce phénomène d'électro-hypersensibilité en Belgique. Elle mène actuellement une expérience avec plusieurs volontaires, mais ses recherches n'ont toujours rien donné de convaincant. À ce jour, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas conclure un lien entre les champs et les symptômes. Il n'empêche que les recherches se poursuivent. On dit toujours l'inconvénient de la science, c'est qu'elle ne pourra jamais prouver finalement que quelque chose n'existe pas. En attendant, c'est vrai que les personnes sont mal. Il y a un véritable mal-être. Et l'hypothèse retenue jusqu'ici, c'est que ce mal-être serait en fait d'ordre psychosomatique. Autrement dit, pour Cienzano, il n'y a aucun lien avéré entre la présence d'ondes et les symptômes des personnes électro-hypersensibles. Ce qui ressort de l'ensemble de ces études, finalement, c'est l'absence de conclusion. Donc on ne peut pas dire qu'on a un effet très important qui est mis en avant et qui pourrait inciter du coup à freiner tout ce développement technologique. On sait par ailleurs que ce développement technologique a des avantages certains en matière sécuritaire, en matière communication entre les personnes, au niveau santé, etc. aussi. Mais il y a pourtant une chose qui peut se démontrer. C'est l'impact que la 5G risque bien d'avoir sur notre environnement. Car pour bénéficier de cette technologie, nous allons devoir remplacer les milliards de smartphones et de tablettes qui circulent aujourd'hui et qui seront, on le sait déjà, incompatibles avec la 5G. Et pour fabriquer tous ces nouveaux produits, l'industrie des télécoms va avoir besoin de tonnes et de tonnes de métaux rares, une activité minière que l'on sait extrêmement polluante et qui se pratique souvent dans des conditions inhumaines. Et cela sans même parler du coût énergétique de cette production de masse. Pour ce sociologue, s'il y a un scandale démontrable dans la 5G, c'est bien celui-là. Rien qu'au niveau des gaz à effet de serre, on parle plus ou moins de 4% de la consommation de gaz à effet de serre mondiale. On dit que c'est l'équivalent, voire 2 fois l'utilisation pour tout ce qui est trafic aérien. Donc c'est énorme. Donc la production de smartphones 5G, ça va consommer 2 fois plus d'énergie, ou en tout cas ça va polluer en termes de gaz à effet de serre 2 fois plus que le trafic aérien. Oui, on projette ça en tout cas, oui, tout à fait. C'est énorme. C'est énorme, oui. C'est juste totalement contradictoire en fait par rapport aux enjeux actuels climatiques. On va dans le sens inverse de ce qu'on essaie de faire. L'autre impact, c'est qu'on va devoir se séparer de tous ces smartphones qu'on a aujourd'hui si on veut faire fonctionner la 5G. Est-ce qu'on peut recycler ces appareils-là? Alors, on peut les recycler, mais c'est extrêmement compliqué. D'abord, c'est compliqué, et puis est-ce que c'est fait? Donc le nombre de Belges qui ont encore leur smartphone dans leur tiroir, etc., c'est énorme. On parle que quand il est recyclé, c'est dans 95% des cas hors du pays d'utilisation. Donc déjà, il va retourner ou aller dans d'autres pays s'il est recyclé, parce qu'encore une fois, tout n'est pas recyclable. Et quand ça ne l'est pas, évidemment, il risque de se retrouver dans des décharges à ciel ouvert. Alors de nouveau, une pollution de l'air, des sols, de l'eau et des conséquences sur les populations. Et la 5G suscite encore d'autres inquiétudes. Certains y voient même la marque de 1984, le célèbre roman de George Orwell qui décrit une société de contrôle absolu, un univers totalitaire où les citoyens sont surveillés en permanence, où leurs moindres faits et gestes sont connus. Une fiction qui devient déjà réalité en Chine aujourd'hui grâce au progrès technologique. En Belgique, on n'en est pas encore là. Mais qu'on le veuille ou non, la 5G sera un jour active aussi chez nous. Et il faudra attendre une dizaine d'années pour en mesurer les effets positifs comme négatifs. C'est bien là le cœur du problème, si bien qu'en France, en Italie et en Suisse, de nombreux élus locaux et médecins réclament une suspension de l'utilisation de la 5G avant d'être définitivement fixée.
Une preuve de plus que les doutes concernant la 5G sont loin d'être dissipés. Restez avec nous dans un instant, vous allez découvrir la face cachée de la déradicalisation. On vous révélera le nombre impressionnant d'organismes actifs dans ce domaine en Belgique et vous entendrez pour la première fois d'anciens djihadistes. A tout de suite. J'ai encouragé des gens qui sont partis combattre, j'ai encouragé des gens qui sont morts, des gens qui ont donné la mort à d'autres. J'ai participé à ça. Et ça, c'est une réalité avec laquelle je vais devoir poursuivre toute ma vie. Investigation, deuxième partie. Le terrorisme revient au devant de l'actualité avec le procès des attentats de Charlie Hebdo qui se tient en ce moment à Paris. Chez nous, près de 400 détenus radicalisés sont déjà sortis de prison depuis les attentats. Investigation a recueilli le témoignage rare de plusieurs d'entre eux. Sont-ils encore une menace pour notre pays? Vous le verrez, en 5 ans, la déradicalisation est devenue un véritable business. Les méthodes se multiplient avec parfois des budgets colossaux, mais des résultats qui posent question. La face cachée de la déradicalisation, c'est une enquête de Martin Ernst et Axel Van Moyenberg. Notre enquête commence par une première rencontre. L'homme que vous allez bientôt entendre vient de sortir de prison. Il a été condamné pour terrorisme. Il a longtemps hésité avant de témoigner et il ne veut absolument pas être reconnu. Nous l'appellerons Hassan. Aujourd'hui, il se dit déradicalisé. Il nous raconte d'abord comment sa vie a basculé. Le seul moyen que j'avais pour apprendre ma religion, c'était Internet. Il y avait les lectures Al-Qaïda et tout ça que je regardais beaucoup, les vidéos de propagande. Et donc c'était comme un rêve après pour moi de devenir comme ces hommes-là, on va dire. À l'époque, Hassan a 17 ans. Il est en quête d'identité. C'est pour ça que je m'attachais beaucoup à eux en tant que musulman. Ils ont porté la guerre au cœur de la France et de la Belgique. Je me disais voilà que moi aussi, j'aimerais être un héros comme eux, on va dire. Et puis, un groupe d'amis qui est parti, puis un autre, et ça s'en est suivi, j'ai fait partie des premiers départs donc. Il nous parle alors de son séjour en Syrie. C'était en 2013, pour défendre un peuple opprimé et combattre un tyran, Bachar el-Assad. Une fois arrivé là-bas, sur place, je vois que ça n'a rien à voir avec ce que j'imaginais. Je m'attendais vraiment à combattre pour une cause, on va dire, divine, juste. Et là, je me retrouve à combattre pour des hommes qui ont soif de pouvoir et qui prennent notre religion et qui l'instrumentalisent pour leurs propres intérêts. En 2016, la justice condamne Hassan à cause de son séjour en Syrie aux côtés du groupe terroriste État islamique. On lui reproche d'avoir suivi là-bas une formation dont on ne sait pas très bien exactement de quoi elle tient. Lui nie avoir été formé à un entraînement militaire et d'être ensuite revenu vers la Belgique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va être ici en présence d'une personne qui a montré, dès même son retour, être capable de passer à autre chose. Le seul crime qu'on m'a reproché, c'est d'avoir été rejoindre un groupe extrémiste en Syrie. On m'a jamais reproché sur le territoire belge. Donc ni avant ni après mon départ, ça n'a jamais été mon intention de faire du mal à la Belgique ou à l'Europe. Hassan est-il vraiment sincère? Comme lui, plus de 90 détenus condamnés pour terrorisme s'apprêtent à sortir de prison. Sont-ils des bombes à retardement? Pour répondre à la question, nous rencontrons le patron de l'OCAM. Son rôle est d'évaluer la menace terroriste. Il garde un œil sur les déradicalisés.
C'est une des priorités, en effet, pour chaque détenu radicalisé qui est enregistré dans la liste OCAM, la banque de données commune. L'OCAM fait une analyse de la menace, mais voilà, là aussi, il faut rester très modeste, oui, parce qu'il y a des gens qui ont un comportement exemplaire dans la prison. On appelle ça un peu taquilla, hein? C'est donc cacher son idéologie. Donc il faut faire le tout pour limiter le risque, et là, le risque zéro n'existe pas. Après les attentats, la Belgique promet de déradicaliser les radicalisés. Mais qui le fait? Comment? Et surtout, 4 ans plus tard, quel en est le résultat? La prison. Hier, c'était une fabrique à radicaliser. Investigation est la première équipe à pouvoir pénétrer dans un endroit secret de la prison d'Ytre. Là-bas, on applique une mesure radicale. La directrice de la prison nous emmène dans la fameuse aile d'Eradex, un mot qui en dit long sur les intentions. Vous avez une série de structures et d'aménagements qui ont été faits dans la section avec un des objectifs de la section d'Eradex qui est le confinement. Comme à la prison de Hasselt, la section d'Eradex est une aile confinée, exclusivement réservée à une catégorie spéciale de détenus. Ici, vous allez retrouver principalement des personnes qui, en raison de leur condamnation ou en raison de leur comportement répétitif en prison, ont fait véritablement l'objet d'un constat de prosélytisme et de recrutement. Derrière ces portes de l'aile d'Eradex, les présumés prêcheurs de haine. Ce qui nous frappe, c'est le silence. Pourtant, ils sont bien là. Les conditions de tournage sont strictes. Aucun contact avec les détenus. La direction accepte toutefois de nous montrer une de leurs cellules, vide. Donc voilà, ce sont les cellules type qu'on a dans les différentes sections. Vous avez le coin toilette, vous avez l'armoire, le lit, vous avez la télévision et le frigo qui fait partie aussi du mobilier de cellule. La cellule est classique. Ce sont les conditions de détention qui sont très particulières. Lors des déplacements, chaque détenu est encadré par 2 agents pénitentiaires formés en radicalisme. Au sport comme au préau, il n'a jamais de contact avec les autres prisonniers. De même pour les visites. Il y a en fait 3 tables qui leur est réservées et qui se situent de ce côté-ci de la salle de visite. On le découvrira plus tard. Pour les radicalisés, il n'y a pas que des visites qui se passent ici. Mais quelle que soit l'activité, la surveillance est toujours maximale. Le confinement peut être nécessaire, mais ce qui me paraît assez clair, c'est qu'il ne peut pas être permanent. Dans le milieu carcéral, vous créez des bombes à retardement. Il faut quand même savoir que la prison, par définition, c'est un lieu d'exclusion ultime. Une libération à fond de peine et une libération sans que le lien social n'a pu être fait à un moment donné est évidemment un échec. Nous retrouvons Hassan. Lui aussi a été isolé en prison avec des radicalisés. Là-bas, c'est juste qu'on enferme les gens, on les laisse entre eux. Laisser des gens entre eux qui sont revenus de Syrie ou qui sont condamnés pour terrorisme. Je vois pas en quoi ça va les déradicaliser. À l'époque, son revirement s'opère à sa sortie de prison, grâce à une rencontre décisive. J'ai un proche qui me propose de discuter avec mon professeur, donc de religion. Et je me dis, ok, j'accepte, j'ai rien à perdre. Et à mon grand étonnement, il me démonte tous mes arguments. Et là, je me dis, ok, peut-être que je vais essayer de me remettre en question. Je repars à zéro. Il me conseille plein de lectures,
ce qui m'a permis de couper le lien que j'avais avec cette idéologie au passé. De retour à Ytra, on s'en aperçoit, les référents religieux sont aujourd'hui plus nombreux en prison. Comme ses collègues, cet imam a été choisi par l'exécutif musulman de Belgique. Sa mission est délicate. Avec les détenus, il y avait une sorte de méfiance. Vu pour eux, un imam qui travaille pour l'exécutif et dans le cadre du ministre de la Justice et pour l'État belge n'est pas fiable. On a commencé par dire voilà, qu'est-ce qu'il nous demande l'islam en tant que citoyen? Comment peut-on vivre un islam ici en Europe? Tout ce qui s'est passé soit à Paris, soit chez nous ici à Bruxelles, il a profité à qui? Il a servi qui? On a eu des résultats avec certains, donc vraiment, qui ont tourné la page, on les voit. Par contre, 2 ou 3 qui sont figés sur leur position. Pour déradicaliser, il n'y a pas que des imams. À la prison de Lantin, nous rencontrons un autre acteur important, le directeur d'un centre qui encadre aussi des déradicalisés. Son obstacle à lui, le manque de reconnaissance. On se demande parfois un peu ce qu'on fait, effectivement. Et donc, on prend maintenant notre bâton de pèlerin, on rencontre les directions des établissements pénitentiaires, on rencontre la direction générale des établissements pénitentiaires, on explique notre méthodologie de la même façon qu'on le fait avec des magistrats, où on explique ce qu'on fait ça avec des policiers également. On est, je pense, de mieux en mieux perçus et de mieux en mieux accueillis. Il nous autorise à visiter son centre. C'est une première. L'endroit se veut discret. Rien ne l'indique, mais c'est bien là que se trouve le centre d'aide et de prise en charge du radicalisme et de l'extrémisme violent, en abrégé le CAPREV. Il existe depuis 3 ans. Nous sommes les bienvenus, à condition de garantir l'anonymat de l'équipe, une dizaine de personnes, éducateurs, assistants sociaux, un psychologue, un criminologue et un juriste. On refuse d'être qualifié d'expert de la déradicalisation, du désengagement ou de la désistance du fait terroriste. On a une connaissance du fait, on le travaille dans le cadre d'une recherche-action avec les personnes que nous suivons et qui nous font confiance, et c'est sur base de ça qu'on construit notre expertise. La Fédération Wallonie-Bruxelles finance le centre. Chaque année, plus d'1 million d'euros. Le projet de départ, un numéro vert pour toute personne confrontée à l'extrémisme violent. Bonjour. Aujourd'hui, l'équipe encadre aussi des détenus radicalisés. Leur approche est psychosociale. Ce qu'on va faire, c'est analyser avec elle son parcours de vie. Qu'est-ce qui, à un moment donné, dans ses besoins individuels en tant qu'être humain, a fait écho à l'utilisation de la violence. Quand je me suis retrouvé là-bas, j'ai vu que... Quel impact est-ce que ça a eu non seulement sur sa vie, mais sur sa famille et sur la société? Et on va essayer, avec elle, de voir si on ne peut pas trouver d'autres moyens de satisfaire ce besoin. La seule chose qu'on ne fera pas, c'est de la déradicalisation. On n'est pas là pour imposer notre vue et nos idées à la personne. C'est la première découverte importante de notre enquête. Aujourd'hui en Belgique, on désengage de la violence. On ne parle plus de déradicaliser. Avoir une pensée radicale n'est pas illégal. On s'apprête à faire une deuxième découverte. Grâce à des informations confidentielles, on recense plus d'une vingtaine de structures qui désengagent en Belgique. C'est énorme. En fait, chaque niveau de pouvoir a financé des projets. En Wallonie et à Bruxelles, la fédération a créé le CAPREV en 2017. Il peut agir sur tout le territoire. Mais dans 3 villes wallonnes et dans des communes bruxelloises, il y a déjà des centres spécialisés. Et des associations ont reçu, elles aussi, des subsides en plus pour encadrer des radicalisés. Question, n'y a-t-il pas doublon ? La réponse, on la trouvera avec notre deuxième témoin. Lui est toujours en prison, condamné à 7 ans pour terrorisme. Nous l'appellerons Amir. On connaît son histoire grâce à ses écrits.
son visage et sa voix sont incarnés par un comédien. Ça a commencé en 2013. Beaucoup de mes amis d'enfance étaient partis en Syrie pour se battre contre le régime de Bachar al-Assad. Ça a été un choc pour moi. J'ai arrêté mes études et je suis parti. Un mois plus tard, Amir est de retour en Belgique. Mais à l'époque, il reste en contact avec le groupe extrémiste. On m'appelait souvent, je donnais des conseils. Ça a continué jusqu'à mon arrestation. Il y a eu le musée juif, puis les attentats de Paris et Bruxelles. Ça m'a choqué. En 2016, en liberté conditionnelle, l'ex-djihadiste doit être encadré. Le CAPREF n'existe pas encore. Il va dans une association, une des 22 structures qui désengagent en Belgique. Le directeur ne m'a jamais posé de questions sur mon passé. Pour la première fois, j'étais pas vu comme un terroriste. Là-bas, j'ai fait plein d'activités. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la voile. J'ai rencontré des types super sympas qui me tendaient la main. Ils se foutaient pas mal de mon passé. Amir n'a jamais coupé les ponts avec le responsable de l'association. Nous l'avons rencontré. Depuis des années, il réinsère de jeunes détenus. Comment tu vas? Ça va et toi? Bien, la forme? Ça va. Tu as des nouvelles? Moi j'ai écrit, j'ai pas de nouvelles. Donc... De ton avocat? Non? Parmi les détenus, parfois, des radicalisés comme Amir. Il faut leur donner ce qu'ils ne connaissent pas. Il faut les sortir de leur zone de confort pour évidemment se redéfinir et redéfinir sa vision du monde, forcément, puisqu'ils auront vécu des expériences positives et qui vont vraiment réactualiser le programme qu'ils avaient dans la tête. À la différence du CAPREV, ici, l'approche n'est pas que psychosociale. On fait du théâtre avec ces gars-là, on les accompagne dans leur démarche administrative, dans leur projet de réinsertion professionnelle. Et donc mais tout ça se fait en un, quoi. Après Dispositif Relais, nous sommes allés dans d'autres structures, en Wallonie comme à Bruxelles. Ce qui nous a frappé, une méthode à chaque fois différente. Notre plus-value, c'est vraiment la proximité avec le terrain. On peut travailler, parce qu'on a tout un réseau de travailleurs de rue, notamment gardiens de la paix, qui connaissent les familles, qui connaissent les liens et les réseaux molenbeekois. Alors que le CAPREF fait un travail qui est d'une autre nature. On n'a pas cette relation directement avec le travail de proximité. Le CAPREF ne réalise pas d'évaluation de l'engagement de la personne, de la nature de cet engagement, de son intensité. Il n'essaye pas d'évaluer les risques. Nous pensons que c'est un outil important pour comprendre le contexte de la personne et pour pouvoir lui proposer un accompagnement qui lui est adapté. Nous avons évidemment toute une série d'outils que nous utilisons pour tous les mineurs délinquants. On va travailler à pouvoir développer des données scientifiques pour mieux comprendre, pour mieux intervenir dans ces situations. Sur les méthodes, il n'y a donc pas de doublons. Mais on va le voir, il y a quand même un problème. Selon l'administration pénitentiaire, en 5 ans, un demi-millier de condamnés pour radicalisme ont séjourné en prison. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 167. Plus des 2/3 ont été libérés. Les autorités rassurent, à l'extérieur comme en prison, la majorité des radicalisés sont encadrés. Le problème, on le découvre avec Amir. En 2019, Amir écrit à Dispositif Relais. Il est déjà suivi et pourtant le CAPREF vient de lui proposer son aide. Quand le CAPREF est venu le voir, il m'a demandé mon avis. Donc moi je l'ai laissé lui décider, je n'avais pas d'avis à donner. Et puis voilà, donc il a créé aussi des liens avec la personne du CAPREF qui le suit. Le CAPREV est-il en train de faire main basse sur les radicalisés des autres structures?
Retour à la prison d'Ytre. Nous y apprenons que dans la salle des visites, des détenus d'Eradex participent à un groupe de parole. Cette fois, c'est l'association La Touline qui organise l'activité, avec aux commandes une psychologue. Un détenu nous a dit c'est vraiment le seul endroit où on peut être nous-mêmes, sans être jugé, sans être observé, sans être analysé. Et je pense aussi le fait qu'ils ne soient pas considérés comme par rapport à leur parcours qui les a amenés en détention, mais comme des humains, tout simplement. 6 détenus d'Eradex ont choisi l'association d'aide aux détenus, mais seulement 2 ont choisi d'être encadrés par le référent en radicalisme, le CAPREV. On travaille en prison depuis de nombreuses années. Eux, ils ont dû faire leur place en proposant une offre de service, mais avec l'étiquette du CAPREV. Donc ça n'a pas toujours été facile. Le CAPREV ne fait pas encore de l'ombre à l'association. Ailleurs, il gagnerait du terrain et ça ne plaît pas à tout le monde. Hors caméra, certains se confient. Depuis l'arrivée du CAPREV, ils ont moins de dossiers. Au CAPREV, on dément. On a dû rassurer les ASBL, notamment les services d'aide aux détenus, par rapport au fait qu'on n'allait pas leur piquer leur boulot. Nous intervenons à la demande et on a suffisamment de dossiers que pour travailler, sans devoir aller prendre le travail qui ne nous serait pas adressé. Il n'y a aucune inquiétude à avoir pour ces services-là. Les gens qui font bien leur boulot trouveront toujours à l'exercer. On s'interroge. La tension avec le CAPREV a-t-elle un impact sur le suivi des radicalisés? On se demande aussi qui a la bonne méthode. Pour y répondre, Investigation vous emmène en France. Nous avons d'abord rendez-vous avec une des plus grandes expertes de l'embrigadement religieux. La France lui a versé 600 000 € pendant 2 ans. Selon cet anthropologue, des centaines de jeunes auraient été déradicalisés grâce à sa méthode. On a construit une méthode avec les parents ou les conjoints, parce qu'il y avait aussi des conjoints. Mais c'est donc les proches qui vont retisser du lien avec le jeune en le replaçant dans sa filiation. La radicalisation passe aussi par une espèce de mort de la personne, de l'individu. C'est l'identité du groupe qui va remplacer l'identité de l'individu. L'individu ne doit plus rien ressentir. On va le couper de tout ce qui fait de nous des êtres humains. Il fallait donc trouver un moyen aussi pour que le jeune retrouve son corps, se remette dans son corps, rééprouve des sensations. Dounia Bouzar travaille avec les familles, mais pas seulement. On a demandé à ceux qui avaient besoin pour leur résilience de faire en sorte que leurs petits camarades ne tombent pas dans les mêmes utopies, de témoigner. Et ça a très bien fonctionné parce que ça venait du cœur. Et il fallait trouver un repenti qui avait le même motif d'engagement que le jeune à qui on voulait aider de prendre conscience de ses mensonges, de ses promesses mensongères. Farid Benyetou avait le recul, la maturité nécessaire. Il a sauvé une 50aine de jeunes à lui tout seul. Farid Benyetou, c'est lui le sauveur de Dounia Bouzar. L'écriture fut son exutoire. Il va nous révéler l'emprise réelle du fanatisme religieux. Contrairement à Amir et Hassan, il témoigne à visage découvert. Moi, j'ai longtemps été avec des grosses lunettes de soleil, cacher mon visage, mais je pense que c'est important aussi de montrer que derrière ces grosses lunettes, derrière ce masque que j'ai porté un certain temps, il y a une personne, une personne qui pense vraiment ça, qui a vécu tout ça, qui a tous ses ressentis et qui raconte son expérience. Condamné à 6 ans de prison, Farid Benyetou est une célèbre tête pensante du djihadisme français. Il fut le mentor des frères Kouachi, les futurs auteurs des attentats de Charlie Hebdo. Il est aussi l'émir des Buttes-Chaumont, du nom du parc situé au nord-est de Paris. Fin des années 90, c'est là qu'il recrute pour Al-Qaïda.
C'était ma manière à moi de participer au combat. Donc je vais encourager ces jeunes, je vais légitimer leur envie d'aller combattre, je vais essayer d'encourager ceux qui ont des doutes, ceux qui ont des interrogations. C'est indéniable, j'ai une responsabilité, ça je le sais, j'en suis conscient et c'est encore plus difficile à assumer quand on en a conscience. J'ai encouragé des gens qui sont partis combattre, j'ai encouragé des gens qui sont morts, des gens qui ont donné la mort à d'autres. J'ai participé à ça. Et ça, c'est une réalité avec laquelle je vais devoir poursuivre toute ma vie. Farid, le recruteur, fasciné par un groupe extrémiste. Pour lui, à l'époque, ce n'est pas encore Daesh, mais Al-Qaïda. J'avais un objectif dans ma vie, il fallait que je vive comme ça, voilà, selon ce modèle-là. Ça me convenait, c'était ce que je cherchais. C'est comme si d'un seul coup j'avais trouvé à travers ces gens, à travers leur façon de vivre, à travers leur discours, à travers leur façon de pratiquer la religion, j'avais trouvé une réponse à qui je suis et à qui je voudrais être. Quelques années plus tard, après la fascination, la désillusion. En 2016, quand Dounia Bouzar lui propose de témoigner devant des radicalisés, il n'hésite pas une seconde. Donc je ne peux pas aujourd'hui voir des gens comme ça qui s'intéressent à l'idéologie djihadiste, qui veulent rejoindre Daesh, qui veulent participer à tout ça et puis rester silencieux et dire tant pis pour eux. Je peux pas me permettre de faire ça. Ne serait-ce que voilà, au nom de déjà des pertes, des gens qui sont morts là-dedans, des gens je leur dois ça. Il faut que ça ait servi à quelque chose. Et témoigner devant des jeunes, essayer de leur expliquer ce qu'est la réalité de ces groupes, ce qu'est la réalité du discours djihadiste, c'est donner du sens un petit peu à toute cette aventure macabre, quoi. La France n'a pas validé la méthode du repenti. Dounia Bouzar sera de plus en plus critiquée. Certains voient en elle une opportuniste. Ils l'accusent de s'être enrichie sur le dos du terrorisme. Je peux vous assurer que quand on veut faire de l'argent, on ouvre un commerce. On ne va pas affronter Daesh pour sauver la vie de centaines de jeunes en déménageant 3 fois, en mettant sa propre famille en danger. Je trouve ça pathétique, ce genre d'accusation, vraiment pathétique. Malgré les risques et son implication totale, après avoir été adulée, la voilà conspuée. Nous la quittons, amère, pour vous emmener à la rencontre d'un autre expert français. On va découvrir la plus surprenante de toutes les méthodes. L'Europe a donné 400 000 € à ce criminologue pour tester un outil virtuel qualifié de révolutionnaire. C'est l'un des supports qui n'existe pas vraiment ailleurs dans les méthodes proposées, même si le virtuel existe dans d'autres formes de prise en charge. L'objectif est de permettre une immersion à la personne afin qu'elle soit seule face à son plan de vie et qu'elle travaille un petit peu en autonomie, même s'il y a une guidance, mais en autonomie sur les choses qui lui sont importantes et sur ses perspectives d'avenir. Bienvenue dans la déradicalisation virtuelle. Vous êtes d'abord plongé dans un paysage paradisiaque, face à la mer, dans une végétation luxuriante. On vous invite ensuite à rentrer dans une maison. Et c'est là que tout se joue. On voit des avatars de nous-mêmes à différentes périodes de vie et avec des sphères qui vont représenter les éléments de vie, la famille, la scolarité, l'emploi, la spiritualité, les besoins fondamentaux qui sont présents et que l'on doit placer autour de notre avatar dans une grande maison. L'objectif, c'est de voir en quoi ces forces, ces ressources pourraient se redévelopper dans le futur à travers des choses qui sont concordantes avec la société. Nous sommes perplexes sur l'efficacité de la méthode. Pour nos témoins, le déclic ne se fera pas grâce à un casque virtuel. Leur désengagement fut long. C'est le moment fort de leur témoignage.
semblait à chaque fois assez paradoxal, c'est que chaque fois que j'ai eu des gros doutes, je me suis encore plus radicalisé et dit que si j'avais pensé que le groupe avait fait quelque chose de mauvais, c'est parce que le monde extérieur m'avait corrompu, m'avait perverti, que j'avais pas à voir que en fait, c'était eux qui étaient dans le vrai. Donc c'est ça qui est assez compliqué, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on a l'impression de faire un pas, de voir les contradictions du groupe, de voir de voir certaines choses, ben, c'est là où on a tendance à replonger et encore plus. Au début de ma détention, je me disais qu'à ma sortie, j'irais rejoindre le groupe. Même si je commençais à douter de mes croyances. Je me sentais seul et isolé. Après sa désillusion en Syrie, de retour en Belgique, Hassan, lui aussi, a douté. Quelques mois après mon départ, il y a le Baghdadi qui fait son autoproclamation où il se déclare émir des croyants de toute la planète. Et donc là, je commence un peu à me remettre en question en me disant ok, peut-être que j'aurais pas dû revenir. En soi, il a fait un beau discours. Il essaie de contextualiser en disant que tous les pays musulmans étaient en guerre contre l'Occident et que lui, c'était le seul sauveur. Hassan va se déradicaliser. Souvenez-vous, c'est grâce au professeur de religion rencontré à la sortie de prison. Farid, lui aussi, fera une rencontre déterminante avec ses voisins, juifs. Ils ne l'ont jamais jugé. Ma vision des choses, surtout des gens, était très binaire, était très simpliste. Il y avait ceux qui faisaient partie du groupe, qui étaient les élus, et puis le reste qui étaient nos ennemis. Et de voir en fait ceux que je considérais comme étant mes ennemis, me tendre la main, vouloir me donner comme une sorte de deuxième chance à laquelle moi je ne voulais pas du tout croire. J'étais grillé partout, mon nom était paru dans tous les journaux, c'était fini. Et voir ces gens me donner une seconde chance, c'était... ça m'a tout de suite interpellé. Ça m'a tout de suite interpellé malgré le fait qu'ils n'ont jamais tenu de discours. Et voir mes voisins juifs m'accueillir chez eux, me tendre la main, croire en la personne qui est en face d'eux, c'est ça en fait qui m'a... C'est ça qui m'a définitivement détaché de mon groupe. C'est que leur comportement, leur façon d'agir avec moi, c'était plus fort que tous les discours. Alors Martine, quand on entend Hassan, Farid, Amir dire qu'ils ont tourné la page, on peut se demander, est-ce qu'ils sont vraiment sincères? Moi, je pense personnellement qu'ils sont sincères, surtout lorsqu'ils évoquent leurs doutes, lorsqu'ils évoquent la grande difficulté qu'ils ont eue à rompre avec le groupe terroriste. Et donc, pour moi, cela montre à quel point ils restent fragiles, finalement, encore aujourd'hui. Alors, quand on les entend, on comprend que la partie n'est jamais réellement gagnée. C'est un processus long, complexe, mais quand même, on peut s'interroger sur l'utilité de ce fameux casque. Est-ce que c'est pas simplement une arnaque? De l'arnaque, non, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas que le casque. Hein. Ça s'intègre en fait dans un programme global. Mais c'est vrai quand même, les détenus, quand ils découvrent ce casque pour la première fois, ils disent c'est quoi ce truc, c'est quoi ce machin. Mais bon, après, il paraît qu'ils rentrent dans le jeu et selon le concepteur du projet, l'évaluation globale serait positive. Alors, il n'y a évidemment pas que ce casque, il y a différentes méthodes qui existent. On a même l'impression que chaque structure travaille un petit peu dans son coin, élabore sa propre recette, mais avec quelle efficacité? Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qui fonctionne réellement ou pas? On a d'abord posé cette question au CAPREF, donc ils ne nous ont donné aucun chiffre. Et du côté des associations belges, là non plus, pas de chiffre, rien. Pourquoi? Ils nous disent, mais comment voulez-vous qu'on évalue avec certitude qu'ils ne vont pas récidiver? En fait, il n'y en a qu'une qui nous a donné un chiffre, c'est Dounia Bouzard, l'experte française. Elle dit qu'elle a 85% de taux de réussite sur 1 millier de jeunes Français radicalisés. À l'Université de Liège, nous décidons de rencontrer un des experts d'un centre d'études en terrorisme et radicalisme. Criminologue, il va nous éclairer sur l'efficacité des méthodes. Et vous allez l'entendre, il ne mâche pas ses mots. Personne ne peut affirmer
avoir un programme, un système qui aurait une efficacité de tel niveau, face à une problématique aussi complexe que le radicalisme, face à des programmes dès lors aussi complexes au carré que des programmes de désengagement, déradicalisation, on ne peut pas éliminer l'hypothèse de gens qui seraient aux confins de la charlatanerie et de l'art divinatoire. Selon l'expert, 5 ans après les attentats en Europe, le politique doit faire le ménage, y compris au Caprèves, le centre qui prend en charge le radicalisme et l'extrémisme violent. Souvent, on va trop vite pour réagir. Et le grand danger, évidemment, c'est de prendre des mauvaises décisions, de produire des effets pervers. En tout cas, il faut oser aujourd'hui, politiquement et structurellement, poser la question de l'adaptation du modèle du Caprèves aux besoins et donc de sa rentabilité, au sens noble du terme, parce que c'est une lutte, celle contre le radicalisme, qui mérite des moyens adaptés et ciblés. C'est quelque chose qui doit être réalisé de manière impérative maintenant. Après les attentats, tous les niveaux de pouvoir ont subsidié des structures pour déradicaliser. L'effet pervers, vous allez encore le découvrir avec Amir. Rappelez-vous, après dispositif relais, le Caprèves lui avait proposé son aide. Et voilà qu'une 3e association s'est manifestée. Il faut faire toujours attention quand on multiplie les intervenants. Donc il faut se concerter d'abord et surtout qu'on tienne un discours qui soit cohérent par rapport à l'accompagnement qu'on veut faire avec lui par la suite. Pour déradicaliser, le politique a-t-il fait le bon choix? On décide d'interpeller Rachid Madran. C'est lui qui a financé des associations. C'est lui aussi qui a créé le Caprèves. Était-ce bien nécessaire? Au début de l'interview, le climat est serein. Le modèle qu'on a construit est un modèle, je pense, qui n'a jamais prétendu être le Graal et la solution miracle, mais en tout cas, c'était un des outils qui venait s'ajouter à ce qui existait. Il n'y avait rien à l'époque. Il n'y avait rien. On évoque alors les 22 structures, les tensions avec le Caprèves, le chevauchement avec les associations. Et là, brusquement, le ton change. Le jour où le détenu sort et qu'il recommence, c'est la faute de qui? De la SBL? Qui portera la responsabilité de la récidive? Je ne connais pas un pays au monde qui a délégué cette responsabilité immense à des ASBL. Parce que c'est une forme de sous-traitance. Est-ce qu'on va confier cette responsabilité immense uniquement aux ASBL? Si votre réponse est oui, alors le Caprèves n'a plus de raison d'être. On peut le fermer. On peut le fermer. Si c'est ça aujourd'hui votre réponse et la réponse des personnes que vous avez contactées, si elles sont en mesure, elles aujourd'hui, de prendre tout, à la fois le suivi intérieur, c'est-à-dire intramuros, extramuros, faire tout le travail, alors déléguons. Si c'est ça la solution, si c'est ça la baguette magique, faisons-le. Donc à l'avenir, si c'était à refaire, vous vous dites quoi aujourd'hui? À refaire, je refais exactement la même chose en réfléchissant avant de mettre en place le dispositif, ce qu'on a fait, en allant voir ailleurs ce qui se fait et en reprenant le meilleur de ce qui se fait partout. Mais c'est chaque fois la même chose, vous savez, c'est quand on a un problème, qu'on met en place quelque chose. Si vous ne le faites pas, on vous dit pourquoi vous ne le faites pas. Et quand vous le faites, on vous dit pourquoi vous le faites. Aujourd'hui, la menace sanitaire occulte peut-être une menace terroriste latente. Dans ce contexte, quel est l'avenir du Caprèves? On y découvre la dernière trouvaille. Ce n'est pas un casque virtuel, mais un autre support ludique de communication. On n'est pas quitte du terrorisme. On n'est pas quitte de la radicalisation violente des idéologies. On a un rôle important à jouer. Et je crois qu'on doit maintenir l'existence d'un service de ce type parce qu'on a acquis une compétence, qu'on va la faire évoluer en fonction des idéologies qui se présentent, mais que notre fond d'intervention restera valable. Et donc, effectivement, je plaide pour le maintien d'un service comme le Caprèves en activité au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avant de boucler l'enquête,
nous retournons à l'OCAM, l'organe qui surveille le niveau de la menace. Après avoir vu toutes les structures qui encadrent les radicalisés, il lance un appel urgent. L'art maintenant est de faire en sorte que toutes ces initiatives travaillent dans le même cadre. Et voilà, toutes ces initiatives, pas seulement au niveau régional, mais le niveau fédéral et le niveau régional et le niveau local. Et c'est ça le défi dans un pays complexe comme la Belgique. C'est pas anormal qu'il y a plusieurs instances qui prennent des initiatives, mais il faut le savoir l'un de l'autre, parce qu'il faut se coordonner. Et voilà pourquoi il faut être autour de la table pour éviter qu'on se marche sur les pieds. Aujourd'hui, nos 3 témoins l'affirment, ils ne représentent aucun danger. Amir attend une possible libération conditionnelle. Hassan a trouvé l'amour de sa vie. Il a repris des études supérieures. Il reste très croyant. J'essaie d'être dans le groupe du juste milieu. J'essaie de ne pas être trop extrémiste. Et en même temps, j'essaie de ne pas être trop laxiste. Et donc ça, c'est un combat au quotidien. C'est aussi un djihad, sans les armes, mais bon, c'est un djihad intérieur qu'on essaie de faire ça dans la vie de tous les jours. C'est ce groupe-là dans lequel j'essaie d'être aujourd'hui, au quotidien. J'espère plus tard aussi. Farid rêvait d'être infirmier. À cause de son passé, il n'a jamais pu pratiquer. À 38 ans, il a trouvé un nouveau job. Je pense complètement sorti de tout ça. Et avec une certaine maturité qui fait que j'arrive à comprendre un petit peu mon parcours, pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix, pourquoi est-ce que j'ai... voilà, est-ce que je suis parti dans cette direction-là, à ce moment-là dans ma vie, et voilà. La Belgique va-t-elle tirer les leçons de sa gestion de la déradicalisation? Plus de 20 structures. Aucun résultat scientifique sur leur méthode. En attendant, l'OCAM et les services de sécurité restent sur le qui-vive. Hassan, Farid et Amir ont-ils encore des doutes? Ont-ils vraiment tourné la page? Ils sont toujours surveillés. Voilà pour les 2 enquêtes de ce soir. Vous voulez donner votre avis ou nous partager des informations? Une seule adresse, investigation@rtbf.be. Investigation, c'est terminé, en tout cas sur cet écran. Mais n'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre à tout moment sur tous les autres. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne soirée.